Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information, mais avant le sommaire de l'actualité. Dans le pays, lumière sera faite sur les douloureux événements qui se sont produits à Mali-Mbérin le week-end dernier. Moundou Chérif annonce des poursuites judiciaires. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis l'opposition républicaine également réagit sur ces incidents de cette préfecture du Fouta. C'est au cours d'une réunion qu'elle a condamné ces violences, mais aussi les agissements récents du chef de l'État, Alpha Condé. On parlera sport. L'équipe sortante de la FEGIFOOT est-elle partie avec les fonds de l'institution? En tout cas, le président du comité de normalisation de l'instance dirigeante de football guinéen tire la sonnette d'alarme. Pour Mohamed Lamine Nabé, à sa prise de fonction, aucune ressource financière n'était disponible. C'est tout pour les titres. Soyez les bienvenus sur TATV. L'opposition républicaine condamne les incidents survenus le week-end dernier à Mali-Mbérin. Ses opposants au régime d'Alpha Condé demandent que justice soit rendue dans cette affaire. Ils l'ont dit ce lundi en marge d'une plénière tenue à cet effet. Une réunion au cours de laquelle d'ailleurs elle a aussi dénoncé les récentes sorties fracassantes du président Condé au siège du RPG Arc-en-Ciel et se dit favorable au projet de destitution du chef de l'État entamé par Jean-Marc Telianou. Sayon Kourma. Le week-end dernier à Mali, les violences entre les habitants de la localité et les hommes du colonel Issa Kamara, alors commandant du bataillon de cette ville, ont fait une vingtaine de blessés et des dégâts matériels importants. Ces incidents entre population de cette localité et forces de défense n'ont pas laissé indifférente l'opposition républicaine. Nous condamnons fermement ces actes qui ont été commis. Nous condamnons situation de non-droit qui s'est créée dans cette préfecture du fait du laxisme de ce régime. Ensuite, nous présentons vraiment toute notre sympathie aux populations éprouvées de Mali et nous avons tout notre soutien et nous tenons à ce que les personnes responsables de cette situation catastrophique soient poursuivies, qu'ils ne soient pas simplement que déplacés de ce lieu, qu'ils soient poursuivis. Il y a aujourd'hui une justice militaire en Guinée, il y a un code de justice militaire qui existe. Je crois qu'il est important que la justice militaire fasse la preuve. Ces altercations entre hommes du colonel Issa Kamara et population de la ville de Mali interviennent au lendemain de la sortie controversée du président de la République au siège du parti au pouvoir. L'opposition estime que ces propos du numéro 1 guinéen sont communautaires et s'irrite contre le dit discours. Nous dénonçons la personne qui est censée, d'après notre constitution, être garante de l'intégrité du territoire, de l'indépendance nationale et de la cohésion nationale, la personne qui incarne le plus l'unité de la nation, d'après notre constitution, que ce soit cette personne qui tient des propos communautaristes, ethniques, dont le seul but est de diviser encore davantage les Guinéens pour pérenniser son pouvoir dans ce pays. Donc nous condamnons ce type de comportement. Le président du RDIC, Jean-Marc Telianou, a lancé à cet effet une pétition demandant la destitution du président de la République. Ce député guinéen qui juge de trop ces propos du chef de l'exécutif bénéficie désormais du soutien de ses pairs de l'opposition. Ceux-ci entendent faire de leur mieux pour que ce projet aboutisse. Nous soutenons pleinement cette pétition. Non seulement nous soutenons cette pétition qui met en avant les manquements graves du président de la République par rapport à notre constitution, mais aussi nous allons, nous députés de l'opposition, engager une procédure de mise en accusation du président de la République. Cela ne requiert que 12 députés et pour que cette mise en accusation soit adopté, prospère au niveau de l'Assemblée nationale, on a besoin que de 3/5 des députés, c'est-à-dire 68 députés. En tout cas, nous allons engager cette procédure, même si le président de la République refuse de mettre en place la haute cour de justice, devant laquelle il est passible de ces délits de parjure et ces délits de violation grave des droits humains. Le contre-pouvoir qui parle de blocage de dialogue réitère ainsi son intention de renouer avec les manifestations de rue juste après le mois saint de Ramadan. La justice guinéenne se met en branle pour faire la lumière sur les violences survenues à Mali le week-end dernier. Des poursuites judiciaires contre les éléments du bataillon d'infanterie de Mali sont annoncées par le procureur général. Je vous propose de suivre Moundou Chérif. Suite aux événements graves survenus dans la commune urbaine de Mali du vendredi 17 au samedi 18 juin 2016, affectant sérieusement l'ordre public dans cette commune, il a été décidé
d'engager sans délai des poursuites judiciaires contre les éléments relevant du bataillon d'infanterie de Mali auxquels sont reprochées des infractions de coups et blessures volontaires, de vol, de pillage, d'incendie et autres. La caravane de mobilisation de fonds pour la campagne de reboisement 2016 se poursuit à Conakry. Ce lundi, la ministre de l'Environnement et son équipe ont fait aussi quelques directions nationales et départements ministériels. Partout, ils ont reçu le soutien financier et moral pour la réalisation de cette ambition qui est la protection de l'environnement. Notre reporter Soiré Boubacar était sur les pas des caravaniers. Suivez son compte rendu. Cette caravane vise à obtenir la somme de 20 milliards de francs guinéens afin d'atteindre les objectifs que s'est fixé le département de l'environnement pour cette année 2016. C'est-à-dire reboiser 2000 hectares à travers le pays et surtout au niveau des lits de cours d'eau. Certes, le défi est grand, mais avec l'approche participative et volontaire, l'espoir est permis. Les effets du changement climatique se font sentir aujourd'hui. Donc, pour lutter contre ce fléau, pour relever ce défi, il faut le reboisement. C'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative de faire cette caravane pour demander à tous les Guinéens, chacun à ce qui le concerne, de contribuer volontairement pour le reboisement. Cette démarche du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts trouve son salut pratiquement à tous les niveaux. La problématique du reboisement est une problématique qui interpelle tout le monde. Aujourd'hui en Guinée, nous sommes conscients de la dégradation poussée de l'écosystème. Nous sommes conscients de l'ensablement, comme je le disais tout à l'heure à Madame le ministre, de l'ensablement de nos cours d'eau. Et lorsque nous voyons une démarche gouvernementale dans ce sens vers nos directions nationales des impôts, nous ne pouvons que nous y inscrire, car il s'agit de la vie de l'humanité. Nous ne pouvons pas faire autrement, sinon qu'appuyer le département de l'environnement, par ricochet le gouvernement guinéen, à être au rendez-vous des engagements déjà pris à la COP 21. Que ce soit au niveau de la Direction nationale des impôts, au ministère de l'administration du territoire ou encore au département des transports, les caravaniers ont bénéficié des gestes symboliques et surtout beaucoup d'encouragement. Et par la même occasion, la ministre de l'Environnement envisage la réhabilitation de la loi FRIA, c'est-à-dire à chaque célébration de mariage, le couple plante 2 arbres. Le directeur général de l'OGP, dans la dynamique de restaurer l'ordre dans son secteur, Paul Moussa Diawara, vient d'entamer une vaste campagne de contrôle des entreprises et panneaux à caractère publicitaire. La démarche vise à amener les afficheurs à se conformer aux principes qui régissent la publicité en Guinée. Salou Yombounou. Après avoir averti les afficheurs, Paul Moussa Diawara passe à l'acte. Ce lundi 20 juin 2016, le directeur général de l'Office guinéen de publicité a lancé une véritable chasse contre les panneaux et les entreprises hors normes dans le cadre de la publicité en Guinée. Paul Moussa Diawara veut restaurer l'ordre dans son secteur. Nous allons procéder au déguerpissement par un simple désaffichage, parce qu'on a lancé plusieurs fois le communiqué aux uns et aux autres de prendre les responsabilités. Mais comme vous devez le savoir, j'ai hérité d'une situation pourrie, catastrophique. Il fallait donc donner le temps au temps pour que les gens se remettent en cause et acceptent que le changement prôné par le président Alpha Condé n'est pas un discours, mais plutôt une réalité. Il faut mettre l'ordre dans le désordre. À son fil dans la commune de Kaloum, les panneaux concernés n'ont échappé à la règle. La distance n'a pas été respectée. L'équipe de l'OGP est ainsi obligée de les abattre. Il est dit, selon la réglementation stipule, qu'une distance entre 2 panneaux est de 50 mètres. Mais si vous trouvez 2 panneaux qui sont à peine à 2 mètres de distance, cela viole la réglementation en vigueur. Après son fil, un petit tour dans les agences à caractère publicitaire. Dans ces entreprises, le constat du directeur général de l'OGP révèle que la plupart d'entre elles évoluent dans la clandestinité. Du coup, les propriétaires sont mis à la porte et les locaux fermés. Cette entreprise
établie ici sur le sol guinéen, n'est-ce pas, à laquelle on a accordé la possibilité d'évoluer, et qui évolue dans la communication, dans le cadre de la publicité, ne respecte pas les principes établis qui voudraient qu'il faut avoir l'agrément pour pouvoir communiquer de cette façon-là. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. Maintenant, nous allons procéder, où est le truc, à la fermeture de cette boîte immédiatement. La campagne ne se limitera pas qu'à Conakry. Les autres villes de l'intérieur du pays sont aussi concernées. On parle sport à présent. Crise financière à la FEGIFOOT, entendez Fédération guinéenne de football. Le président du comité de normalisation affirme que tous les fonds ont été emportés avant sa prise de fonction. L'équipe actuelle tire le diable par la queue et attend un expert de la CAF pour des audits. On suit Mohamed Lamine Nabi. Évidemment, les fonds existent toujours, mais c'est que les comptes ont été vidés avant notre arrivée. Alors donc nous, aujourd'hui, nous voulions savoir comment les fonds ont été sortis et pour quelles raisons. Pourquoi d'ailleurs en relation avec la FIFA qui nous envoie dans les semaines à venir une mission d'experts comptables pour faire un audit sur la gestion de ces finances antérieures. Le Bureau guinéen du droit d'auteur était face aux hommes de culture lundi au Musée national de Sandervalia. Cette rencontre avec la corporation vise à informer et sensibiliser les artistes sur l'utilité d'une assurance maladie. Initiée par le ministère de la Culture et du Patrimoine historique en collaboration avec une institution bancaire de la place, cette action devrait permettre à ces artistes d'atténuer les nombreuses difficultés liées à leur prise en charge sanitaire. Reportage Moussa Sefa Kamara. C'est pour pallier à la crise sanitaire dont sont victimes souvent ces artistes guinéens que le ministère des tutelles a mis en place cette assurance maladie pour les hommes de la culture. Désormais, les 80% des frais d'un artiste malade revient à la charge de cette institution bancaire. Mais les seuls bénéficiaires de cette aide, c'est ceux qui accepteront la souscription annuelle qui porte sur 200 000 francs guinéens par an pour tous bords confondus. Si d'aucuns apprécient l'initiative, d'autres par contre se posent la question de savoir la limite d'âge des adhérents. Avant de payer 20 millions, 30 millions, 40 millions quand tu tombes malade, pourquoi tu ne payes pas 200 000 par an? Cette limite d'âge de 1 à 60 ans, et on a encore des célébrités ici qui n'ont plus 60 ans. Donc c'est à cause de ces célébrités d'ailleurs qu'on s'est battu, l'UNAMGI s'est battu avec Malik TV pour que les artistes soient assurés. Du côté de l'assureur, il y a plus d'avantages que d'inconvénients pour ces artistes. C'est justement de les couvrir en santé, qu'ils puissent véritablement se faire en santé. On a constaté avec le BGDA qui a fait une étude, généralement les artistes ont beaucoup souffert, surtout quand ils ont des difficultés de santé. C'est un peu difficile pour eux lorsqu'ils sont, je veux dire, hospitalisés, de pouvoir prendre en charge certains frais. Vu l'importance de l'initiative, le BDGA entend pérenniser les acquis et promet à travers la voix de son directeur général. Mais alors chaque année, on va voter un montant, peut-être ça peut porter sur 200 millions. Si les 200 millions représentent les 50% pour 1000 artistes, les 1000 premiers artistes qui viendront souscrire, c'est eux qui vont profiter des avantages liés à ces 200 millions. Alors, après l'épuisement du stock de 200 millions, les prochains qui viendront seront obligés de payer les 100%. Cette assurance protégera les artistes de leur vivant et même en cas de décès. L'institution prendra en charge les 30% des frais funéraires du défunt. Les journalistes des radios communautaires à l'école du savoir, l'utilisation de la méthodologie du témoignage oral suivi de production sur les migrations sera au centre des débats pendant 5 jours à Conakry. C'est une initiative du CECID et de l'Institut Panos de Dakar, compte rendu Mamadou Alfaba. La migration est devenue de nos jours un phénomène inquiétant et les risques sont énormes. Partant de ce constat, le Centre du commerce et industrie pour le développement en collaboration avec l'Institut Panos de Dakar s'emploie pour freiner cette pratique. D'où le renforcement des capacités des journalistes, une manière de permettre aux hommes des médias de mieux appréhender ce sujet. Le premier objectif, c'est de renforcer leurs capacités sur les questions de migration pour qu'ils puissent maîtriser les différents concepts
que ce soit les concepts économiques, juridiques, les concepts liés aussi aux questions sociales, afin qu'on puisse faire un traitement spécifique sur les questions de migration. Et deuxième objectif, c'est de les amener aussi à comprendre les nouvelles méthodes d'enseignement sur la migration, qui sont les techniques orales. Au cours de 5 jours de formation, les participants vont apprendre les techniques appropriées dans le cadre du traitement de l'information et surtout l'identification des personnes ressources de la migration. Mon rôle dans cette formation, c'est d'accompagner en fait les journalistes pendant 4 jours à apprendre à utiliser une technique de collecte, de traitement et de diffusion de l'information qu'on appelle le témoignage oral. Les meilleures personnes pour parler, ce sont les migrants. Ce sont les migrants, ce sont les parents des migrants, ce sont les enfants des migrants, ce sont les femmes des migrants, ce sont des gens qui sont directement touchés ou indirectement parce qu'ils ont des parents qui ont migré. Au terme de cette formation, le CECID et l'Institut Panos comptent accompagner ces journalistes pour la réalisation des émissions et magazines afin de permettre aux citoyens de mieux cerner le thème de la migration. Au finish, ces journalistes seront accompagnés par l'Institut Panos et les CECID afin qu'ils puissent contribuer à une campagne de production. Autrement dit, les savoirs reçus seront utilisés pour faire des productions, des émissions, des magazines qui vont alimenter davantage les questions de migration. La migration comporte certes des avantages, mais ses inconvénients sont souvent plus élevés. Des milliers de morts sont enregistrés par an au large de la Méditerranée selon l'Organisation internationale de la migration. Professeur Lansine Kaba a présenté ce lundi le contenu du manuscrit de la réédition de son ouvrage intitulé Cheikh Mohamed Chérif et son temps. L'auteur présente le personnage dans cette deuxième version de son livre comme un héros national. La plume de l'écrivain fait revivre la place de Cancan dans le système des échanges et de la culture musulmane de l'Afrique occidentale. Saloum Kondé nous fait le point. Connu généralement sous le nom de Cheikh Fantamadi ou encore Karamo Sekouba, le principal personnage de cet ouvrage a été l'un des grands marabouts de l'Afrique de l'Ouest. Selon l'auteur, Cheikh Mohamed Chérif a rayonné sur les pays de la savane et de la forêt de la Guinée au Ghana. Dans ses livres de Lansine Kaba, l'on découvre la vie sociale à Cancan, hommes, femmes, notables et musiciens. D'ailleurs, le nom du personnage principal évoque l'âge d'or de Cancan. Cheikh Mohamed Chérif incarnait autre chose. C'est cette chose qui me plaît à Cancan. La place de la femme dans la tradition islamique. Elle est importante. Et en plus de cela, la complémentarité entre ce que j'appelle les choses en apparence profanes, par exemple la musique, la danse, et aussi la spiritualité. Et tout cela augmenté par le commerce. La ville de Cancan, c'est la ville du commerce. Cancan est la métropole du commerce. Longtemps avant l'arrivée des Français, en 1881, Cancan avait déjà un nom dans la vallée du Niger, du Milo, jusqu'au monde Hausa. Le savoir et la plume du professeur Kaba font revivre la place de Cancan dans le système des échanges et de la culture musulmane de l'Afrique occidentale. L'écrivain relate dans son livre l'entretien entre son personnage Nkwame Nkrumah avant la cession du Gold Coast, l'actuel Ghana à l'indépendance. S'entretenir avec un sage de la tradition africaine, il vient à Cancan. Les gens furent surpris parce qu'il était marxiste, même un peu. Or, les marxistes ne croient pas en l'existence de Dieu. Mais il vint à Cancan. Le shérif le reçut, lui donna des bénédictions et lui dit, en résumé, ta lutte sera victorieuse. Tu seras le vainqueur, tu t'en sortiras pour devenir l'étoile de ton pays. Le reste, on le donne à Dieu. Sur ce, Kwame Nkrumah retourna au Ghana. Il devint plus fort dans la lutte. Il organisa littéralement les syndicats, les étudiants, la jeunesse. Et il fit face à la puissance britannique. Selon l'auteur,
La deuxième version de son livre est une autre manière de regarder la Guinée, mais il reconnaît tout de même la pertinence de la première édition. En somme, c'est une autre façon de jeter un coup d'œil sur ce qui fait la beauté et la richesse du pays que nous appelons la République de Guinée. Parce que Kankan fait partie de la République de Guinée. Donc c'est un livre que j'avais commencé à écrire il y a plus de 20 ans. Il y a eu une édition déjà qui a été très bien reçue. Mais la nouvelle édition est plus compliquée, plus riche, plus ample et je crois plus réfléchie puisque j'élabore les questions de sainteté. Rappelons que Lansine Kaba est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'islam. La date de parution de sa nouvelle édition n'est pas encore indiquée. Le nom de Fabian Klein, la voix de Daesh, est désormais bien connu dans les affaires de terrorisme en France. Ressurgi dans l'enquête de Magnanville, son nom a été découvert chez l'un des deux proches de Laroussi Abala, le terroriste présumé de l'assassinat du couple policier. Suivez. L'enquête sur l'attentat de Magnanville révèle un nom bien connu des services antiterroristes. Fabien Klein, toujours insaisissable, n'est autre que la voix de Daesh, celui qui a revendiqué les attentats de Paris. Alors que les enquêteurs essaient de découvrir l'existence d'éventuels complices dans la préparation du double meurtre de policiers, ils ont retrouvé l'email et le numéro de prisonnier de Klein chez l'un des proches d'Abala. Saad Rajraji, 27 ans, a été mis en examen samedi soir pour association de malfaiteurs terroristes et placé en détention provisoire. C'est cet homme qui détenait le contact de Fabien Klein sur un petit bout de papier. Selon les enquêteurs, il aurait côtoyé le djihadiste à la prison de Fleury-Mérogis. Rajraji a refusé de s'expliquer sur cette preuve. Le matériel téléphonique et informatique saisi chez lui est donc en cours d'analyse. Objectif, déterminer si les deux hommes étaient récemment en contact. Le nom de Fabien Klein est cité dans plusieurs affaires de terrorisme. En 2009, il est condamné pour son appartenance à la filière djihadiste d'Artiga. C'est un proche de Mohamed Merah, auteur des attentats de Toulouse et Montauban. Klein est soupçonné d'avoir téléguidé l'attentat raté de Villejuif en 2015. C'est également lui qui a revendiqué les attentats de Paris en novembre dernier. Fabien Klein reste introuvable, il serait à Raqqa dans le fief de l'État islamique. Bruxelles a donc retenu son souffle ce mardi matin après le signalement d'un comportement suspect. Une alerte à la bombe a été déclenchée dans le centre de la ville. Un suspect a été arrêté, mais la ceinture explosive qu'il portait s'est avérée factice. Reportage. Des rues hermétiquement fermées, les services de police déployés dans toute la ville. Bruxelles est de nouveau placée en état d'alerte maximum. La raison, une vaste opération antiterroriste menant à l'arrestation de cet homme, équipé visiblement d'une ceinture d'explosifs factice. Les deux mineurs ont retiré la ceinture d'explosifs et ont immédiatement procédé à son analyse. Les premières analyses, il s'est avéré qu'il s'agissait de sel et de biscuits. La menace d'explosion a dès lors été écartée et le permis de sécurité levé. L'alerte avait été déclenchée à 5h30 du matin après qu'un homme ait attiré l'attention suite à un comportement jugé suspect. Résultat, les principales stations de métro autour du centre-ville et surtout du Parlement européen sont restées fermées pendant plusieurs heures. Ceinture factice ou pas, les autorités belges n'ont pas attendu pour déclencher les plans d'urgence antiterroristes 3 mois après les attentats meurtriers du 22 mars dernier. Placé immédiatement en détention, l'homme interpellé n'a pas justifié son acte. La personne est connue des services de police, également pour des faits liés à des problèmes psychologiques. Il avait également été impliqué dans un dossier du parquet fédéral en 2014. Deux options pour les services de sécurité belges. Blague de mauvais goût, tentative de tester la vigilance des policiers. Le centre de crise a déclaré que le niveau d'alerte restait à 3. Les mesures de sécurité restent inchangées. 3 hommes ont été inculpés samedi dernier pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. En toile de fond, les menaces autour du match Belgique-Irlande de l'Euro 2016 de football. Dernier point de ce journal, ils jettent leur dernière force dans la bataille. Les pro et anti-Brexit sont sur la qui-vive. On est à 48 heures du moment fatidique. Ce référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne et tous les moyens ne sont pas bons pour convaincre. L'affiche de campagne anti-migration dévoilée par un parti anti-européen a suscité un tollé au Royaume-Uni dans les deux camps. Regardez.
Pourtant, c'est là-bas. Elle a mis. C'est ce qu'elle m'a dit. Je clôture. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa Today Télévision.